One Italy. One kingdom. One king. Cesare Borgia. Have you the stomach for greatness, Andrea Orsini? The stomach and the appetite. It appears that Cesare Borgia has decided to launch an attack against Camerino. I want it by next spring. The obvious solution might be an assassin's blade in the back of that gentle old man. Soon you'll have everything. Wealth, position, fame. Now only one last hurdle. I know that Borgia sent you here for some evil purpose. The outcome justifies the act. Les patriciens conservateurs, nationalistes, populistes, apôtres du rochdisme, dans la bataille engagée, ils se lèvent unis contre l'ombre qui nous hante pour une renaissance. Ils se sont donné rendez-vous. L'alliance contre les nécromanciens, nous sommes forts, unis dans le combat contre les sombres sorts. Tous ensemble, nous brisons leur pouvoir. Pour la liberté, nous nous battons sans défaillir. Nouvelle inquisition, une nouvelle nation, une révolution viriliste avec l'inquisiteur Rochdy qui brûle des sorcières et la DPJ. L'alliance contre les nécromanciens, nous sommes forts, unis dans le combat contre les sombres sorts. Tous ensemble, nous brisons leur pouvoir. Pour la liberté, nous nous battons sans défaillir. Les sorcières réformées, ayant changé de camp, rejoignent la lutte avec un nouveau chant. Contre leurs anciens maîtres, elles se révoltent pour leur rédemption, les futures générations. L'alliance contre les nécromanciens, nous sommes forts, unis dans le combat contre les sombres sorts. Tous ensemble, nous brisons leur pouvoir. Blood flows again in fire. Naples trembles when Florence sounds with alarm. You must decide for yourself which you value more, liberty or life. Charge! What is troubling you? Everything I know is stale. You're throwing away fortune, success, life itself. Une union, un front commun contre les nécromanciens et leurs hordes de morts vivants. Sorcières, démons, succubes et golems de chair. L'alliance contre les nécromanciens, contre les sombres sorts et les hordes morts vivants. Nous brisons leur pouvoir. L'alliance contre les nécromanciens avec Yann Rochdy. Dans le cadre de la révolution viriliste, l'alliance contre les nécromanciens, contre les sombres sorts et les hordes morts vivants. Nous brisons leur pouvoir. L'alliance contre les nécromanciens avec Yann Rochdy. Life is cheap to Cesare Borgia. To us it is the most we have to give. My Lord Orsini. Sing. Who but a man as quick at deceit as a fox? There is no victory in power, no honor in deceit, no future in living it. Georgia Terra must stop something. And one small spark will start a fire that will eventually burn down his house. You are a complete rogue.
bonjour tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 14 octobre 2025. La deuxième partie de la recension de The Beauty and the Terror, The Italian Renaissance and the Rise of the West de Catherine Fletcher. L'épisode sera centré sur la Réforme, l'histoire occulte de Martin Luther, la Réforme du Saint-Siège qui a raté. Et l'émergence du protestantisme chrétien, les papes de Médicis et la Ligue de Cambrai pour démembrer Venise. Donc, on a après Naples, Venise qui est attaquée par une Ligue d'intérêts étrangères pour démembrer des territoires italiens. Ensuite de ça, 7 femmes de pouvoir pendant la Renaissance italienne. Oui! Ça existait des femmes de pouvoir avant l'émergence de l'état de droit, la démocratie et le droit de vote des femmes. Avant, dans certains dossiers, c'était possible d'avoir des vraies femmes de puissance. On va aller voir ça plus en détail. La création du ghetto juif à Venise, ça c'est pour terminer aujourd'hui. Donc finalement, on va avoir 4 épisodes sur ce livre-là parce que le troisième, ça va être le sac de Rome et le dernier, la dernière bataille des guerres italiennes. Donc ça va plus être thématique, cette séparation-là. J'aurais pu essayer de le faire en 3 épisodes. Je pense que vous allez préférer comme ça. Très important de mettre un like. Partager le contenu gratuit, vous abonner parce que évidemment ça va à la fin du direct, tantôt, dans 2 heures à peu près. Vous allez devoir payer pour voir la vidéo sur yanrochdy.com, yanrochdy.substack.com dans la section podcast ici, ou bien sur YouTube, vous avez la section réservée aux membres. Donc, oui, parce que sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. C'est vous les producteurs. Et là, comme on est un petit marché au Québec, je pourrais faire tous les podcasts en anglais. J'aurais donc 100 fois plus pour chaque abonné. Pour chaque 100 abonnés québécois. Non, pour chaque 100 abonnés anglophones, j'ai un abonné québécois. Parce que je fais ça en français. Pour vous, donc, ce livre retrace l'histoire de la Renaissance italienne et la fondation du mythe de l'Occident humaniste républicain. Ça, c'est déjà très central. Le claim central du livre, c'est ça. C'est fake, ce mythe-là. Que ce soit l'état de droit qui est né, qui a émergé à cette époque-là. C'est faux, c'est un mensonge. Donc, cette période-là, qui commence un peu avant l'année 1500, environ 1492, c'est 80 ans de guerre à portée mondiale. Ça va jusqu'en Asie, en Afrique, puis en Amérique, malgré que c'est assez circonscrit à la zone italienne. Pour jouer au jeu des trônes, au Game of Thrones, donc on a vu au premier épisode que c'était quoi grossièrement la raison où les guerres italiennes vont comme augmenter en intensité et en quantité. Parce qu'on avait vu qu'avant 1492, il y avait des petits conflits. Mais à partir de 1492, ça va prendre un essor. C'est comme un feu de broussailles. Incontrôlable. Incontrôlable. Donc, c'est Ludovico Sforza qui veut prendre le duché ou le royaume des mains de son neveu. Et il complote avec Charles VIII, le roi français. En même temps, parallèlement à ça, il y a le pape Borgia, le pape Alexandre VI, qui fait un pivot diplomatique contre la même ville, le royaume de Naples. En même temps, parce que tout ça se passe en même temps. Charles VIII, de son côté, le roi français, il veut réclamer, donc assert, il veut affirmer
son claim sur Milan. Et le roi Ferrante meurt en 1494. Et là, tout ça fait que les Français font une invasion italienne, la descente française qu'on a vue. On a aussi vu que avant la réforme vient aussi, en même temps que tout ça, le pape Borgia il fait face à un populiste, un preacher populiste, théologien qui se croit prophète, qui s'appelle Savonarola. Ensuite, à la mort de Charles VIII, c'est Louis XII, qui est genre un cousin, qui prend le contrôle du royaume français. Et là, lui, il veut... il veut prendre possession du duché de Milan. J'ai tout mélangé, je pense. J'ai tout mélangé ça. Il veut prendre le contrôle du duché de Milan. Ok, fait que c'est ça. Le roi, il veut prendre le contrôle de Naples. Et ouais, et Ludovico Sforza, il veut prendre le contrôle du duché de Milan. C'est ça, ouais. Ok, fait que c'est un duché. C'est un duché. Et donc, à la fin, le deuxième roi, lui, il veut pas Naples, il veut Milan parce qu'il n'y a pas la même succession. C'est pas le même claim qu'il y a. Et donc, finalement, le deuxième roi, Louis XII, va aller chercher le duché de Milan des mains de Ludovico Sforza, le domaine qu'il a conquis en trahissant son neveu avec le roi français qui voulait prendre le contrôle de Naples au début de la descente française. C'est complètement fou! C'est comme dans Game of Thrones. C'est comme dans Game of Thrones. C'est la même affaire. En fait, Game of Thrones, c'est tu prends les intrigues des guerres italiennes, puis tu mets un contexte anglophile, britannique, et ça te donne cette histoire-là, ça te donne cette fake histoire. Donc, chapitre 9, The Run-Up to the Reformation. Donc, qu'est-ce qui mène à la réforme de Martin Luther? Première visite à Rome de Martin Luther en 1511. Et donc, l'histoire commune. L'histoire commune dit que Martin Luther aurait été choqué de ce qu'il a vu à Rome. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'y a aucune source crédible qui confirme cette information-là. Martin Luther est un moine augustinien fin vingtaine avec un collègue qui font le voyage du monastère de Erfurt à Rome. Ils passent par une vieille route de pèlerins dans les Alpes. Ça prend 2 mois. Ils sont là à Rome pour faire une dispute autour d'un projet de réforme de l'ordre de moines augustiniens. Ils rencontrent son prieur général, Egidio de Viterbo, Gilles Egidio. N'a pas vu le pape Jules parce que Jules est allé faire la paix à Bologne. On se rappelle que faire la paix, depuis toujours, ça veut dire aller faire la guerre. Très important. Martin Luther visite les lieux de culte les plus importants. Il fait un tour un peu partout de Rome. C'est seulement en 1525. C'est seulement 14 ans plus tard qu'il va vraiment avoir des traces écrites et des traces, des preuves, des sources qui mentionnent les critiques virulentes de Rome. Après son excommunication. Donc, par exemple, des sermons de Martin Luther, où il parle de l'assassinat de 2 prêtres augustiniens à Rome, qui avaient critiqué le pape Léon X, Léo X en anglais, plus une critique interne de l'Église, un cardinal qui s'appelle Pietro Bembo. Donc, ça, c'est des traces de sermons de Martin Luther qui commence à critiquer Rome. On a aussi comme détail historique prouvant que Martin Luther ne critiquait pas les mœurs de Rome au début à sa première visite. À sa première visite, Martin Luther
est allé chercher des indulgences. Une indulgence pour son père. Donc, en 1511, Martin Luther ne critiquait pas le système des indulgences. Martin Luther a donc emprunté ce discours moral anti-Rome d'ailleurs, parce que ça existait avant Martin Luther, ces critiques. Le mouvement de réforme de l'Église avait pris de l'ampleur depuis la commission de Alexandre VI en 1497. Alexandre VI, ça c'est le pape Borgia. Donc, quand on parle de réforme à l'origine, les projets de réforme, on mélange deux choses tout le temps. C'est toujours, on veut réformer au niveau politique. On veut réformer la hiérarchie, l'attribution de postes, de titres, de charges, de salaires, de la curie romaine, du collège des cardinals. Mais à chaque fois qu'on essaie, personne n'a intérêt à ce genre de réforme-là en pratique. Parce que ça change les flux monétaires. Donc, les artistes, les académiques, les cardinaux, même les abbés, tous les petits, ils veulent tout savoir, ils veulent tout avoir de leur argent. Donc, quand tu veux faire des réformes, il n'y a personne qui a intérêt à ça. Autre réforme, c'est évidemment, il y a eu quelque chose comme 5 sacs à Rome depuis l'effondrement de l'Empire romain et il y a énormément de trucs à rebâtir et à rénover. Donc, par exemple, la basilique Saint-Pierre a commencé à être rénovée par Alexandre VI, le pape Borgia. Ça a continué après sa mort. C'est Jules II, le cardinal de la Rovere. Quand il a pris le pouvoir, il a pris le nom de Jules II. C'est lui qui a commencé la reconstruction de la basilique Saint-Pierre. Donc, à l'époque, quand Jules II va mourir, elle est encore en construction, la nouvelle basilique Saint-Pierre, celle d'aujourd'hui. Et donc, le congrès se fait, le colloque des cardinals se fait dans une autre bâtisse. Ensuite de ça. Rebâtir, rénover, parce qu'on accorde beaucoup d'importance au symbolisme. Donc, on veut créer un peu une nouvelle image de la Rome, puissance religieuse, mais aussi puissance temporelle. Parce que les papes se construisent des royaumes, des dynasties pour leur famille, en parallèle avec leur nomination. Donc, on a du symbolisme, on veut le renouveau chrétien occidentaux, et on veut aussi de la grandeur parce que c'est comme dans le jeu Crusader Kings, les rois, les barons, les ducs, les marquis, les empereurs, le pape, ils veulent tous de la grandeur. Et la grandeur, ça s'acquérit comme une monnaie. Par exemple, des actions diplomatiques, des actions guerriers, des actions chevaleresques, des conquêtes, name it. C'est comme ça que ça se conquit. Donc, ça s'appelle la grandeur, la magnificence. C'est une vertu de prince, une vertu de noble. Et donc, en construisant des monuments, comme par exemple la basilique Saint-Pierre, en faisant des rénovations avec des commissions artistiques aux grands maîtres et leurs ateliers, genre Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci, tu un peu augmentes ta grandeur. C'est comme une monnaie, une réputation. Ultimement, ce mouvement de réforme va proposer 3 nouveaux piliers théologiques qui vont révolutionner de manière radicale le blocage institutionnel. Ça, on parle donc de la réforme de Martin Luther. Le mouvement de Martin Luther, instigé, il va y avoir 3 piliers centraux. Ils ne seront pas tout le temps utilisés au même degré. Parce qu'après le schisme de Martin Luther, il y a plein d'autres petits schismes qui se font. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle le protestantisme a plusieurs courants, comme des sacs de veine. Ils se regroupent pas tous. T'as les évangélistes, les anabaptistes, les calvinistes, les Amish, toutes ces affaires-là. En tout cas. Donc, les 3 piliers
de ce mouvement de réforme qui va s'implanter de manière théologique, comme un cancer, dans le catholicisme. Le priesthood of all believers. Donc, ça veut dire qu'il y a égalité de tous devant Dieu. Donc, tu n'as pas besoin d'intercesseurs qu'on appelle les prêtres, les pasteurs, les évêques, toute la hiérarchie de l'Église avec un grand E, pour t'aider devant Dieu. Tu n'en as pas besoin. Abandonné sur le point de vue théologique par plusieurs courants réformistes, plusieurs courants protestants, mais ça persiste malgré tout au niveau politique. Ça s'appelle l'égalitarisme. C'est pour ça que chez beaucoup, genre chez les orthodoxes et même chez certains catholiques les plus fervents, quand on regarde les évangélistes, les protestants, les anabaptistes, tous ces gens-là, ces courants-là qui ont émergé à partir de ça, on dit ils amènent, à cause de leur réforme théologique, le rejet du catholicisme et de la succession des successions apostoliques, le rejet des successions apostoliques. À cause de ça, ces gens-là sont déjà féministes. Donc, c'est amené de manière induite à cause du rejet de la succession apostolique, pour beaucoup d'orthodoxes et de catholiques. Donc, deuxième pilier de ce mouvement de réforme qui va s'implanter de manière théologique, c'est la justification à travers seulement la foi. Et c'est là que je comprends d'où vient le clash théologique avec Matthieu Lévesque. Matthieu Lévesque, le cock-blocker. Donc, la raison, c'est que il me pose comme question, as-tu la foi? As-tu vraiment la foi? Puis là, je le regarde, mais de quoi tu parles? Parce que c'est une question de protestants. As-tu la foi? Parce que dans la tête des protestants, la seule manière que tu justifies que tu es un chrétien, c'est avec ta foi. Donc, il faut que tu dises que tu as la foi. Et moi, je trouve ça cave comme interprétation. Et je comprends pas. Je comprenais pas ça parce que moi, je suis un catholique. Donc, quand on pose la question à un catholique, c'est pas cette question-là, as-tu la foi qu'on pose? La question à un catholique, c'est, crois-tu en Jésus? Penses-tu qu'il est mort pour toi sur la croix? Penses-tu qu'il est revenu 3 jours après la mort? C'est ça, Jésus. C'est pas, as-tu la foi? Je m'en calisse de la foi. De ta foi, Matthieu Lévesque, en tout cas. Et troisième pilier des réformistes de l'époque de Martin Luther, c'est évidemment la grosse critique qui est dans tous les débats protestants versus succession apostolique, orthodoxe ou catholique. La question, c'est sola scriptura. Donc, juste le texte, parce que c'est là qu'on rejette l'interprétation des 2 successions apostoliques. On rejette la Bible même, parce que ce sont des congrès d'orthodoxes et de catholiques qui ont construit la Bible. Et oui. Donc, à cette époque, les Grecs retraduisent, les Grecs qui venaient d'être déplacés suivant la chute de Constantinople, la prise par l'Empire ottoman, les Ottomans turcs. Parce qu'à l'époque, il y a les Ottomans turcs et il y a les Ottomans. Il y a les Ottomans turcs et il y a les. Comment ça s'appelle déjà? Les Mamelouks turcs. Il y a deux types de Turcs. Les Mamelouks turcs, ça, c'était des descendants d'esclaves qui venaient d'autour de la mer Caspienne, qui avaient été emprisonnés par les peuples des steppes et ils avaient été descendus. Ils avaient créé un empire avant l'Empire ottoman. Et là, il reste une partie de l'Empire mamelouk en Égypte. Et les Ottomans, eux, ils ont pris le contrôle de Constantinople, Byzance. Donc, après la chute de Constantinople, les Grecs chrétiens, il y en a beaucoup qui fuient en Italie, notamment dans les grosses villes. Et donc, ces gens-là, ils ont... les Grecs à l'époque, les orthodoxes, ont toujours eu des plus vieilles Bibles que les catholiques.
Et donc, ces Grecs-là vont prendre leur plus vieille Bible et la traduire en latin pour la première fois. Et là, on va comparer la Vulgate latin, ça c'est la Bible qui avait été construite à partir de Saint Jérôme par les catholiques, et on va la comparer à la Bible de l'époque en grec ancien, qui était bien avant Saint Jérôme. Et donc, on a des exemples de traduction. Au lieu de do penance, faire ta pénitence, donner ton dû, faire des choses, on va remplacer ça avec la nouvelle traduction grecque en repens-toi. Repent. Donc, ça, c'est une autre raison pourquoi les protestants sont bandés durs sur le mot repens-toi. C'est à cause de cette. C'est un peu une manière de se différencier au niveau du langage versus les catholiques. Donc, autre raison occulte qui ont mené ultimement à des problèmes séculiers, des problèmes et des problèmes théologiques, un schisme dans les États papaux et le catholicisme, c'est des monopoles commerciaux qui ont été développés par les États papaux. Donc, en 1462, on découvre dans les montagnes Tolfa de l'alum, A-L-U-M. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais donc c'était utilisé dans le textile. En 1480, près de deux décennies plus tard, après avoir banni les importations d'alum provenant de l'Empire ottoman, à peu près 20% du revenu des États papaux va provenir de ce monopole de l'alum. Ensuite de ça, 50% de leur revenu annuel va venir des douanes, taxes, loyers, tarifs, tout ça. Et ça, c'est équivalent des dépenses militaires des États papaux. Et le restant des revenus des États papaux viendront des indulgences et de la vente de bureaux, de church offices qu'on appelle, donc des postes. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemblait. En 1511, les opposants de Jules II, le pape de la Rovere, lancent un mouvement pour forcer le pape à amener des réformes. Donc on a vu Alexandre VI, le prédécesseur de Jules II, il fait une commission, cardinaux, il se passe rien. Donc là, on a des gens qui commencent à se dire « Ouais, on va faire notre propre petit concile. » Parce qu'il n'était pas officiel demandé par le pape. Donc le petit concile de Pise, Pizza, qui en 1512, un an plus tard, Jules II va faire un peu comme Trump avec Gaza. Il va dire « OK, je vais faire mon concile de réforme, mon propre concile. » Et là, on va appeler ça le 5e concile de Latran, ouais, en mai 1512. Et on va amener des réformes. Donc, il y a eu des réformes sous Jules II, le pape de la Rovere. Réformes sur l'éducation universitaire des curés, des prêtres. Contrôle de la qualité des prêtres. Donc, on veut des prêtres matures au niveau de l'âge, mais au niveau mature de l'esprit. Learning. Learning, ça veut dire qu'on veut qu'ils soient éduqués et un caractère sérieux. Serious character. Ensuite de ça, on va permettre aux évêques et on va pousser les évêques à faire de plus en plus de visites. Je suis dans les monastères, les couvents, les églises qui sont renées par des ordres saints. C'est la fin des abbayes sans territoire, parce qu'il y avait des postes d'abbayes qui étaient distribués même s'il n'y avait pas de terre. Ensuite de ça, on va resserrer l'attribution de miracles, surtout quand c'était très louche.
Les cardinaux sont urgés de maîtriser les présentations ostentatoires de splendeur, de magnificence, de grandeur. Donc, arrêtez de montrer vos montres Apple et vos sacoches Vuitton, vos Ferrari. Mais aussi dans leur maison. Il faut que les cardinaux soient les miroirs d'une frugalité, d'une modération chrétienne. On va dire ascétisme en 2025. Donc, cette réforme-là de Jules II va amener beaucoup de centralisation de l'Église avec un grand E. Discussion sur l'imprimerie, la presse de Gutenberg. On voit qu'il y a un petit problème, un petit peu il y a des vulnérabilités amenées par cette nouvelle technologie-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On a discuté. Et évidemment, Jules II voulait faire une croisade contre les infidèles et reprendre Constantinople. Mais Jules II meurt le 21 février 1513, avant la fin du concile, avant la fin des rénovations de la basilique Saint-Pierre. Le cardinal Giovanni de Medici fait partie. Il part en direction du Vatican de Rome avec son fistule anal. Parce que oui, il y a une fistule anale. Ça, c'est donc un problème de conduit digestif qui fait que ça fait beaucoup d'infections et de problèmes de santé. Donc, il y avait besoin d'un... C'est que dans le fond, ça fait des canaux anaux un peu partout. Canaux anal avec un X. Anneaux, des canaux anneaux. Un peu partout de ton gros intestin jusque dans ton anus. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est... quand quelqu'un te parle de ces affaires-là, là... En tout cas, c'est ça. Donc, il part son chemin, il part vers Rome. Ça prend du temps à cause de son fistule anal parce qu'il a besoin de son chirurgien. Et là, il y a avec ce cardinal-là, le cardinal de Medici, il y en a 30 autres. Ils sont 31 en tout pour voter le nouveau pape. Et là, pendant qu'il est en train de faire son voyage, il réussit à envoyer de l'argent partout. Et il réussit à se faire élire Giovanni de Medici. Donc, il sera le premier de 2 papes Medici, Léon X, élu le 10 mars 1513. Et dans ses premières actions, il va nommer, évidemment, par népotisme, des cardinaux, 2 cardinaux de Medici, son neveu Innocenzo Cibo et son cousin Giulio de Medici, qui sera le prochain pape Medici, mais pas le successeur. L'autre d'après. Donc, on fait une cérémonie en l'honneur de Lorenzo de Medici à Rome. Et on fait un complot pour l'envoyer prendre contrôle de la ville du duc d'Urbino. Le duché d'Urbino, la ville d'Urbino. Donc, l'idée, c'est de remplacer le népotiste de la Rovere par le népotiste de Medici. Donc, quand il y a eu le pape Jules II, il a envoyé, c'est quoi, c'était son cousin ou son frère, Francesco della Rovere, pour devenir duc d'Urbino. Et là, on va le déposer, puis on va le remplacer par un autre Medici, à la place d'un della Rovere. Donc, cette vendetta entre les familles de la Rovere et Medici a commencé à l'époque de la Padie conspiration, la conspiration de Padie. Léon X obtient un prêt de 130 000 ducats pour financer son invasion du duché de Urbino. Il commence à recruter en avril 1516. 6 semaines plus tard, le duché d'Urbino, la ville d'Urbino se rend. En l'automne, Lorenzo de Medici devient le nouveau duc d'Urbino. 1518, il marie Madeleine de Tours dans la royauté française et le plan des de Medici fonctionne. Fonctionne mieux que celui des Borgia, en tout cas. Ensuite de ça, à Florence,
c'est le nouveau général des troupes papales, Giuliano de Medici, qui va pacifier la ville, la reprendre des mains des républicains populistes post-Savonarola, après leur retour dans la ville en 1512. En 1512, finalement, les Medici peuvent revenir dans la ville après leur expulsion à l'époque de Savonarola, à l'époque de la descente française. Et là, finalement, 10 ans plus tard, à peu près, ils réussissent à revenir. Mais Giuliano de Medici va mourir en 1516. Son mariage sera sans enfant. Donc, le coup pour reprendre Florence des Medici ne fonctionnera pas pendant la papauté de Léon X. Léon X promeut plusieurs cardinaux à la fin de son règne. Il commence à sentir la fin, littéralement, hein, à cause de ses fistules anneaux. Donc, il commence à avoir des problèmes de santé, 1516 et 1517. Il y a un énorme moment au niveau de la papauté de Medici, centrale, pour comprendre ce qui est arrivé. Donc, la conspiration de 1517. 5 cardinaux sont accusés de complot pour empoisonner Léon X. Après enquête, des liens sont faits entre les maisonnées des cardinaux jusqu'au docteur du pape. Le premier, celui qui a menacé en public le pape, cardinal Petrucci de Sienne. La famille Petrucci, c'est la famille du boss, la famille des boss de la ville de Sienne. Un rival des boss Medici de la ville de Florence. Parce que Sienne et Florence ont une rivalité. Ensuite de ça, pendant la conspiration de 1517, les troupes papales vont pacifier la ville de Sienne en même temps que le scandale. C'est le radar à louche est allumé à 200%. Donc pour moi, c'est pas une coïncidence. C'est très clair pour moi que Petrucci, donc, il a été accusé par le pape de complot pour empoisonner parce qu'il était en train de faire des campagnes militaires et il appuyait ses campagnes militaires avec des scandales comme ça pour mettre en prison ses concurrents, ses rivaux qui pourraient empêcher la création de la dynastie des Medici. Ensuite de ça, deuxième coupable. Le cardinal Soli, les banquiers de Gênes, qui étaient très proches du cardinal Petrucci, le premier coupable. Le troisième coupable, Raffaele Riario. Ça, la famille Riario, c'est une famille très riche en Italie. À l'époque, c'est le plus vieux cardinal qui était en charge. Donc, il avait été nominé à 16 ans et ça faisait des années qu'il était là. Donc, il était très riche. Très, 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 très riche. Donc, on peut très bien dire que le but de mettre lui dans la conspiration, ce serait d'aller lui chercher une amende pour financer des campagnes militaires du pape des Medici. Quatrième coupable, Francesco Soderini, famille florentine, rivale des Medici. Donc ça, c'est assez clair pour moi, encore une fois. Cinquième coupable, Adriano Catellesi. Et les deux derniers n'étaient que des témoins à la menace du cardinal Petrucci au pape. Donc, pendant que le cardinal Petrucci est en train de se faire accuser de complot et enquêté, puis accusé devant le pape, devant le collège des cardinaux. C'est un procès devant les collèges des cardinaux. Le cardinal Petrucci s'en va chercher les soutiens. Il va voir l'ancien général des troupes papales, ancien duc d'Urbino, le cousin de Jules II, l'oncle, l'ancien duc qui était un della Rovere, donc la famille della Rovere, Francesco Maria della Rovere. Ensuite de ça, il va comploter avec la famille Baglioni de Perugia. Il va compléter avec la couronne espagnole.
il va aller voir donc les Espagnols parce que les Espagnols, historiquement, soutiennent Sienne contre Florence. Parce que les Florentins, eux, ont historiquement un soutien français. Sauf à l'époque de la descente française sous Savonarole. À cette époque-là, avant Savonarole. Avant Savonarole. Donc, 4 témoins sur 5, 4 criminels sur 5 pour complot d'empoisonnement ont des intérêts aussi. Non, c'est pas 4 sur 5, c'est le numéro 4, numéro 5. Donc, Francesco Soderini et Adriano Cartellesi, eux, ceux qui étaient seulement témoins de cette conspiration, ont des intérêts britanniques. Ça veut dire qu'il y a un doute qui s'appelle Thomas Wolsey, qui est un Britannique, catholique à l'époque, catholique à l'époque. Ce dude-là, il a intérêt à pousser le pape de Médicis à les prendre pour criminels parce qu'ils ont des intérêts en Angleterre et lui, il veut capturer ces intérêts-là. Donc, il a intérêt à travailler avec le pape. Donc, il y a comme plusieurs complots dans le même complot. Ensuite de ça, le cardinal Petrucci, Alfonso Petrucci, exécuté le 4 juillet 1517, étranglé dans sa cellule. C'est pas une exécution officielle. Après 6 semaines emprisonné, donc il se fait epsteiniser par le pape de Médicis. Les 3 autres complotistes, il y a 3 autres complotistes, mais de bas rang, donc des valets, docteurs, whatever, qui sont exécutés. Les autres cardinaux ont des amendes. Et vous allez voir les chiffres des amendes, c'est assez intense. 12 500 ducats pour les cardinaux Soderini et Cartellesi, les témoins, parce qu'ils n'ont pas révélé le complot. 25 000 ducats pour le cardinal Sauli, 150 000 ducats pour le cardinal riche Riario, qui était déjà exilé à Naples. Et ensuite de ça, le pape Léon X peut revendre tout ce qu'il a saisi des comploteurs. Donc, toutes les propriétés qui sont à Rome pour les bénéfices de l'Église. Donc, en tout, selon le biographe, diariste, vénitien qui s'appelle Marin Sanudo, le pape de Médicis, Léon X, a été capable de capturer en trésor de guerre 500 000 ducats à travers cette conspiration-là. L'histoire veut que le cardinal Petrucci a vraiment dit « Je vais tuer ce pape-là ». Mais les témoins de la scène, les 4 autres cardinaux, ont pris ça en riant. Donc, c'était le cardinal qui s'emportait dans une tirade, genre Cyrano de Bergerac. Je vais l'étrangler. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'histoire occulte selon un membre des cercles familiaux des Médicis. Donc, c'est pas un des Médicis, mais c'est dans les sous-familles qui travaillaient avec les Médicis. Le dude s'appelle Paolo Giovio. Avec ce scandale, avant la mort de Léon X, on va avoir 31 nominations de nouveaux cardinaux. Donc, le pape de Médicis va faire un précédent historique. Avant le premier pape des Médicis, le maximum de nouveaux cardinals, c'était Borgia qui avait fait ça avant. C'était 12. Et là, il va quasiment tripler ce record-là. Donc, avec Borgia et des Médicis, les deux, on va faire un peu comme les démocrates veulent faire avec la Cour suprême aux États-Unis. Donc, on veut diluer le pouvoir de l'ancienne garde qui établit comment fonctionne Rome, le collège des cardinaux, afin de mieux contrôler qui sera les prochains papes. Donc, 31 nouveaux cardinaux, 2 fois plus
de grosseur. C'était 31 à l'élection de Léon X. Dilution de la vieille garde, qui avait beaucoup, quand on regarde les chiffres, là, dans les 31 cardinals de l'époque de Léon X, il y avait énormément des grandes familles. Les familles comme Orsini, je m'en rappelle pas des autres familles qu'on a parlé, mais en tout cas, on en a vu plusieurs. 4 mois plus tard, Martin Luther, après qu'il y ait la fin du scandale de la conspiration de l'empoisonnement de Léon X, Martin Luther, 4 mois plus tard, va publier les 95 thèses sur les indulgences, qui va évidemment clouer au marteau de la cathédrale. Je pense que c'est quoi, la cathédrale de Mainz, ça se peut-tu? En tout cas, chapitre 10. La Ligue de Cambrai. Donc ça se passe avant. C'est un flashback. C'est un flashback, ce chapitre-là. Donc ce qui se passe, c'est que y a un complot, conspiration, qui va se faire pendant le début des guerres italiennes, entre Louis X, le deuxième roi français qui participe à ça, et le premier roi espagnol qui a participé aux guerres italiennes, c'est Ferdinand d'Aragon, marié à Isabelle de Castille. Donc Louis XII et Ferdinand d'Aragon se rencontrent à Savona en 1507 pour négocier un genre de paix, la prise de Milan, démembrer Milan, parce que donc c'est les Espagnols, non, c'est les Espagnols et les Français. C'est ça, les Espagnols, Ferdinand d'Aragon, ils ont trahi Louis XII, ils ont pris le contrôle de tout Milan. Ils étaient censés démembrer en 1500. Et là, en 1507, Louis XII, qui est donc en chicane, officiellement avec la couronne de Castille et d'Aragon, les Espagnols. Et donc, il commence à faire de la diplomatie. Yo, est-ce que vous allez m'ordonner Milan? Ensuite de ça, en 1508, on a un deuxième sommet. Donc, après celui-là de Savona, on s'en va à Cambrai, à mi-chemin entre l'Espagne et la France. Donc, c'est pas les rois qui vont être là directement. Donc, ils ont des envoyés. Louis XII envoie le cardinal Ambroise et Ferdinand d'Aragon envoie... Non. Le deuxième sommet de Cambrai, c'est pas entre les Espagnols et les Français. C'est entre le Saint-Empire romain germanique et les Français. Donc, le cardinal d'Amboise pour Louis XII et Margaret d'Autriche pour l'empereur Maximilien, qui était l'empereur du Saint-Empire romain germanique à l'époque. Margaret d'Autriche, la fille de l'empereur Maximilien, est aussi régente des Pays-Bas pour le neveu de... pour son neveu Charles. Donc, très important. Donc, après avoir fait la paix avec les Espagnols, développé la paix avec les Espagnols, on essaie de développer la paix avec le Saint-Empire romain germanique. Et là, on va réussir, à partir de ce processus de diplomatie double, on va aboutir à un accord entre les trois puissances. Donc, on va voir tout le monde, le Saint-Empire romain germanique, les Français et les Espagnols, qui vont s'accorder pour officiellement dire que Louis XII a le contrôle de la couronne de Navarre, qui est l'île de France un peu plus grande. Le centre, c'est un peu le premier royaume de France officiel de cette période-là, de la Renaissance. Ça va être ça. Avant, le royaume de France a bougé beaucoup. Il y avait eu des guerres avec les Anglais, les Espagnols, Saint-Empire romain, whatever. Mais officiellement, l'État français moderne, l'Hexagone, d'une certaine manière,
diplomatiquement se consolide autour de l'île de France avec le royaume de Navarre. Ensuite de ça, au Saint-Empire romain germanique, les deux autres vont reconnaître plusieurs villes, régions des Pays-Bas, les Hollandais vont reconnaître ça à la couronne de l'empereur. Et Louis XII va devenir le duc, le rightful owner, le duc officiel de Milan. Donc, ça, c'était le conflit avec les Espagnols. Donc, on va réussir à régler ces trois conflits-là. Les trois détestent les tentacules de Venise. Donc, la raison pourquoi que la couronne de Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille, Louis XII de Navarre et duc de Milan, et l'empereur du Saint-Empire romain germanique vont faire une ligue à Cambrai. C'est pour détruire les tentacules de Venise. Donc, en mai 1509, les Français forcent le combat contre les troupes de Venise à l'est de Milan, à 20 000 à l'est de Milan. C'est un massacre par les Français. Ils ne font pas de prisonniers. Venise perdra, à partir de ce moment-là, à plusieurs coups, une série de territoires, la majorité de ces territoires. Donc, Venise va cesser d'être une puissance à partir de cette défaite militaire contre les Français. C'est une défaite humiliante. Autre défaite face aux Français, au duché de Ferrara, au marquis de Mantua. Et Venise va aussi donner le duché de Romagna aux États papaux. Donc ça, c'est en quelques années. 1, 2, 3 années, Venise se fait démembrer. Après, donc, un complot diplomatique, un alignement des forces entre les... Très important de regarder ça. Donc, quand souvent, là, dans les périodes où il y a le jeu des trônes, donc, il y a souvent, quand il y a des empires, des royaumes qui vont faire des expansions, avant l'expansion, il y a des paix. Il n'y a pas eu une paix récemment en Israël? Gaza? Je dis ça, je dirais. 1510, Jules II retire son excommunication de Venise, parce que oui, Jules II avait participé à cette ligue de Cambrai pour démembrer Venise. Et donc, il avait excommunié la ville. Ça se faisait à cette époque-là. Et donc, après avoir supporté les Français au début, le pape Jules II de la Rovere va se retourner contre l'invasion de barbares français. Oui, il utilisait le mot barbare contre les Français. Oui. Donc, on a vu que les Italiens détestent l'ingérence étrangère espagnole et les Italiens détestent aussi l'ingérence étrangère française. Mais le pape Jules II qui essaye de mettre un frein à l'invasion française va perdre avec sa contre-ligue à la bataille de Ravenne. Ça, c'était la fin du premier épisode de la recension de ce livre. À la bataille de Ravenne, le roi Louis XII, à l'époque, ouais, c'est ça. Louis XII ou Charles VIII? Charles VIII. La France était alliée au duc de Ferrara. Le duc de Ferrara, très important, parce que la région de Ferrara, c'est une région stratégique. C'est sur les bords de la rivière Pô. Dans le coin des Alpes, faire le lien avec la France. Donc, la région frontalière franco-italienne. Quand tu veux rentrer en Italie, tu as la vallée de la Pô. 2 bassins versants. 2 bords. Et du côté donc de Ferrara, ils ont des places défensives le long de la rivière Pô. Des forteresses. Vu que c'est une vallée, c'est riche en nourriture. Qui est le duc de Ferrara? Le duc Alfonso d'Este.
troisième mari de Lucrezia Borgia. C'est une famille de puissance. Le duc de Ferrara à l'époque sont très entreprenants les deux. Lucrezia Borgia c'est aujourd'hui la première femme de puissance de l'époque, à cette époque-là, dans la région. Elle fait de la charité, elle développe la mode et les arts, elle développe des entreprises. Par exemple, une entreprise, une industrie du fromage mozzarella à Ferrara. Elle aide à développer des innovations dans le grazing, donc le pâturage, pour aider les fermiers à produire le meilleur fromage de l'Italie. Donc ça, c'est une femme de puissance. À l'époque, elle fait pas juste ça en passant. On va en parler tantôt. Ensuite de ça, on a le duc de Ferrara. Lui, il est connu sous le nom de Il Duca Artigliere, le Gunner Duke. Donc son surnom, c'est le duc qui tire du canon. Donc lui, son fun, c'est de prendre la technologie de canons français, qui sont les meilleurs à l'époque selon lui, et il fait des modifications de ces canons. Donc c'est lui, qui, dans les premiers, qui amène les canons modernes français avec des boulets en fer, au lieu d'avoir des balles de roche, des stone balls. Ensuite de ça, innovation du duc de Ferrara, remplacer les bœufs avec des chevaux. Et là, il y a une raison pourquoi c'est seulement au début du 16e siècle qu'on met des attelages d'artillerie à cheval. C'est parce qu'on n'avait pas les innovations au niveau des selles. Très important. J'en ai déjà parlé dans une autre recension. Donc, au lieu d'avoir des bœufs pour tracter, pour tirer, on va avoir des chevaux. Et donc, l'artillerie devient plus maniable, plus agile, plus rapide. On développe des nouvelles tactiques. 1515, on a un nouveau roi de France. Troisième roi de France des guerres italiennes, Francis Ier. Mort de Louis XII en 1514. Francis Ier, à chaque fois qu'on a un nouveau roi, faut regarder il est de quelle génération. Et souvent, donc, dans les mêmes générations que ceux-ci, il y a des gens qui vont avoir des claims sur son royaume. Donc ici, Francis Ier, il y a deux rivaux. Henri VIII, le roi protestant, et Charles, le roi d'Espagne. Roi d'Espagne sous le nom de Charles. Il est arrivé en 1516. C'est 1516, il devient roi d'Espagne, donc après la mort de Ferdinand d'Aragon. Il consolide les deux couronnes avec Isabelle de Castille. Et 3 ans plus tard, Charles, le roi d'Espagne, devient Charles V, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Charles Quint, qu'on dit en français. C'est lui qui apparaît. Donc, en même temps que Francis Ier, Henri VIII, il y a un nouveau Charles qui arrive, Charles Quint. Lui, il est important. Il est important, on va le voir au prochain épisode. Donc, Charles Quint, avant d'être Charles Quint, il accumule donc les couronnes. Il y a Castille, il y a Aragon, ensuite le duché Burgundie, le Bourgogne, 1506, héritier de la couronne d'Aragon, 1516. Sa mère, à Charles Quint, règne sur Castille comme une régente. En fait, elle est en prison pour folie. Donc, Charles Quint, en 1519, il devient l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Son grand-père, Maximilien, était mort. Et donc, officiellement, Charles Quint devient le chef de la dynastie des Habsbourg, qu'on appelle. Donc, après avoir accumulé les royaumes espagnols, le duché de Bourgogne, il accumule l'Allemagne et l'Autriche.
Donc, Charles Quint, à l'époque où il prend le nom Charles Quint, Charles V, empereur des chrétiens, c'est l'homme le plus puissant du monde. Donc, grossièrement, là, l'empire de Charles Quint, c'est, si tu comprends les Amériques et une bonne partie de l'Europe, on pourrait dire que c'est l'équivalent de l'Empire romain, même plus que l'Empire romain. Très important. Ça, Charles Quint, c'est un personnage qu'on connaît très peu chez les catholiques, chez les Américains. Donc, à l'époque, là, Charles Quint, empereur très puissant. Donc, quand tu es rendu au top de la game des empereurs à Crusaders Kings, il n'y a pas un royaume qui peut partir en guerre contre toi, à moins qu'il y ait une ligue. Donc, en général, tu as les autres empereurs qui sont tes rivaux. Et le rival historique de Charles Quint, ça va être le sultan ottoman Sulayman. Il va arriver plus tard aujourd'hui, dans le podcast. On revient à Francis Ier. Francis Ier, très jeune, 21 ans. Donc, pour accumuler de la gloire, du patrimoine, il va faire la guerre. Évidemment, on va appeler ça faire la paix à l'époque. Donc, en 1515, il va reprendre les territoires perdus durant le début des guerres italiennes contre le duc de Milan, contre le pape, contre le roi Ferdinand d'Aragon, avant que Charles Quint arrive, et contre l'empereur Maximilien, donc. Les campagnes militaires de Francis Ier vont culminer à la bataille de Marignano, 13-14 septembre 1515, une autre des pires batailles des guerres italiennes. Donc, Francis, 21 ans, triomphe de jeunesse. Il se forge une réputation royale avec cette série de victoires contre tout le monde. Il pète des gueules à tout le monde. Mais les campagnes militaires de Francis Ier vont coûter une fortune. J'ai les chiffres. 1517, chancelier Antoine de Prat va expliquer que dans ses livres de comptes que ça a coûté à Francis Ier 3,7 millions de ducats pour 2 ans de campagne militaire pour reprendre Milan, le duché de Milan. Donc ça, c'est pas des chiffres corrects. Tu peux pas... c'est pas les mêmes échelles. Ça devrait être ça dans Crusader Kings. Au lieu d'avoir des pièces d'or, ça devrait être des ducats. L'économie de Crusader Kings devrait être en ducats. Mais ce genre de chiffre-là, c'est pas correct. C'est comme si je faisais une campagne militaire puis je perdais 100 pièces d'or à chaque mois. Ça fonctionne pas à Crusader Kings. Donc, après cette série de campagnes militaires et l'émergence de Charles Quint, revenons à un débat important pendant la période des guerres italiennes, apostrophe sur les mercenaires. Donc, les campagnes militaires de Charles Quint, Francis Ier, Louis XII, Charles VIII, Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille, Maximilien, toutes ces campagnes militaires font que les Italiens, dans les textes de l'époque, début du 16e siècle, vont parler énormément des mercenaires. Parce que, en général, les mercenaires, c'est les pires dans la tête de tout le monde. Tout le monde est écœuré de se voir piller, violer, brûler, tuer par des troupes dans une succession de conflits comme ça. Mais, en réalité, aucune armée de l'époque de la Renaissance, aucun État, aucun cité-État, aucun royaume, aucun duché, aucune baronnie, aucune personne officielle, aucun régime, ou presque, a l'argent pour avoir une armée professionnelle avec un salaire constant. C'est ça le problème. Donc le problème, c'est qu'il n'y a personne qui est capable de maintenir une armée professionnelle mobilisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, plus le jour de l'année bissextile. Donc, il y a 2 royaumes, grossièrement, qui ont le trésor pour maintenir des mobilisations pendant 1 ou 2 années de suite. La France et l'Espagne. 1498, 1534.
ça c'est la France. En Espagne, 1495, 1496 et 1503. C'est les seules années où ces royaumes-là ont levé une armée professionnelle. Tu lèves ça en général pendant 1 an. Et là, tu mobilises. Après ça, tu les envoies s'entraîner pendant une couple de mois. Et là, tu commences ta campagne militaire 6 mois à 1 an plus tard. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, la France et l'Espagne ont été capables de faire ça 5 fois. Seulement. Juste ça. Donc, c'est difficile de savoir si tes troupes sont des mercenaires ou pas. Parce que tes troupes officielles qui ont été levées pour l'armée officielle française ou espagnole, ou peut-être de la République de Venise, genre, ou la République de Florence, par Machiavel lui-même, ben, tu peux switch de côté de 2 manières différentes. Donc, tu peux être démobilisé par le roi, ou le duc, ou le baron, ou l'empereur, ou la République. Donc, ils n'ont plus d'argent pour payer ton salaire. Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu deviens bandit ou tu deviens mercenaire. Donc, tu peux avoir des anciens soldats qui deviennent des mercenaires. Puis, tu peux avoir aussi des mercenaires que tu croyais loyaux ou des gens de ta famille que tu croyais loyaux ou des nobles de ta région qui vont devenir des mercenaires pour faire plus d'argent. Donc, tu me paies pas assez, tu me paies pas, je peux switcher. Ensuite de ça, je peux avoir le royaume, l'armée professionnelle qui me démobilise. Donc, un soldat peut se battre 1 an au niveau national et l'année suivante, il se bat comme mercenaire. C'est ça qui se passe à l'époque. Donc, le contexte des règles d'engagement des soldats, il est très, très fluide. Chapitre 11. Les 7 femmes de pouvoir de la Renaissance italienne et des guerres italiennes. Donc, la première, Lucrezia Borgia. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Duchesse de Ferrara. Non, c'est pas la duchesse. Oui, c'est ça, Duchesse de Ferrara. Deuxième femme de pouvoir de l'époque, Isabella de Castille, hein, femme de puissance, qui a forgé l'Espagne avec un mariage avec Ferdinand d'Aragon. Et l'histoire veut qu'elle était très, très, très entreprenante au niveau politique. Troisième femme de puissance de la Renaissance italienne, la marquise de Mantua, Isabella d'Este, la belle-sœur de Lucrezia Borgia. Isabella d'Este, mariée à Francesco Gonzaga. La famille Gonzaga, une autre grande famille italienne. Isabella d'Este, on souligne, on praise ses vertus, la libéralité, la prudence, sa gestion de la maisonnée, le household management, et son business acumen. Donc, Isabella d'Este, probablement qu'elle créait des entreprises et des industries. Isabella d'Este s'est mariée donc avec la famille Gonzaga pourquoi? Parce qu'ils s'aimaient? Non. Les mariages à l'époque, c'était pour faire des alliances de propriété ou des alliances d'intérêt de business arrangées par les parents. Et malgré tout, c'était des femmes de puissance. Même sans mariage d'amour. Quatrième femme de puissance que vous ne connaissez probablement pas. Et ça mérite un like. Et c'est la fin de la section gratuite. J'avais oublié de faire la transition tantôt. Mais vous avez quand même eu plus de temps. Pour voir l'épisode au complet, vous allez devoir vous abonner sur yanregis.com d'ici 2 heures de l'après-midi. Là. On a presque terminé. Donc, yanregis.com, 5$ par mois. yanregis.substack.com dans la section podcast. Ou vous pouvez même vous abonner de manière gratuite ici pour avoir les infolettes. Dans les infolettes, je mets tous les contenus qui passent sur YouTube, sur mon site web. Vous pouvez réécouter ça. C'est très bien fait. Comme archive. Vous pouvez vous abonner sur YouTube. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail.
Donc, mettez un like. 4e femme de puissance que vous connaissez pas. Je vous parie que vous la connaissez pas. Donc, c'est une histoire parallèle avec le fonctionnement des ateliers, les workshops. Je peux pas vraiment prendre du temps là-dessus parce que c'est un chapitre qui parle beaucoup de leur des tableaux, des fresques qu'ils ont faites. Et d'écrire des fresques à l'écran, à part si je prépare les assets, c'est pas vraiment intéressant pour vous, malgré que j'ai quand même donné quelques détails intéressants. Chapitre 15, c'est là qu'on est rendu dans le livre. De Pavia aux Mohawks, les guerres italiennes reprendront en 1521. Et là, en plus d'avoir les Français, les Espagnols qui font de l'ingérence étrangère, on a cet empire romain germanique qui va être de plus en plus entreprenante. Et les Ottomans qui rentrent dans le décor de plus en plus. Donc ça se complexifie à partir de 1521 et ça va culminer au prochain épisode vers le 6e sac de Rome. Donc c'est genre Goths, Ostrogoths, Vandales, Gaulois, Normands et 6e le sac de Charles Quint. J'espère que vous appréciez ce contenu unique au Québec. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 2 qui, à chaque semaine, depuis 6 ans, font des résumés des résumés de livres chaque semaine. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Même en anglais, il n'y en a pas. À la limite, ils en font peut-être une vingtaine par année maximum. Moi, je suis à plus de 50 podcasts de ce genre par année depuis 6 ans. Et c'est c'est vous qui êtes les producteurs de ça, parce que c'est du 80 heures par semaine. Et si j'avais pas cet argent-là que vous m'envoyez de manière libérale, ben, je ferais d'autres choses. Je pourrais faire des podcasts. Je pourrais faire comme Mathieu Lévesque, le cock-blocker, puis avoir du gros fun, de parler dans le dos des femmes et monter des petits mauvais coups de troll. Puis that's it, là, ce serait tout. Ce serait tout. Je me saoulerais à l'écran, puis on aurait du fun, comme dans une taverne. Mais mon but, c'est faire plus que ça. C'est une révolution culturelle, éduquer la population de manière populaire, à nous transmettre des enseignements qu'on a oubliés. Qu'on a oubliés parce qu'il n'y a personne qui fait la transmission, parce que nos élites n'ont pas le niveau. Et donc, vous êtes en train d'écrire l'histoire. Donc, merci de partager le contenu. Merci de mettre un like. Merci d'envoyer des dons. Merci de vous abonner 5$ par mois pour avoir ce contenu unique. Et on se voit demain dans le cadre de la Guérilla X. On va parler de nationalisme blanc avec Nick Fuentes. Attention à vous. Bonne journée. Au nom du narratif du rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rejetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez peut-être nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en taquillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rochdisme n'a pas d'opposition, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps. Entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les mystères, et les alphabets tribus. Je suis un sécessionniste américain. Tu
utilise la souffrance du tiers-monde pour des rampes de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décrisser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu